bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast des Moonlight Flowers. Nous sommes une association étudiante basée à l'université du Mirail et nous organisons tous les mardis soirs de 18 à 20h au foyer du Gai Savoir un atelier d'écriture informelle sur les littératures de l'imaginaire. Et nous nous retrouvons enfin après une très longue absence. Je suis très content d'être de nouveau derrière le micro aujourd'hui. Nous avons également un site internet collectif-du-6 moonlight-flowers.fr où vous retrouverez tous les épisodes du podcast, mais aussi, à présent, quelques textes de derrière les fagots. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je suis aujourd'hui accompagné de deux nouvelles chroniqueuses, Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Et Tran. Coucou Tran. Bonjour. Et nous sommes de nouveau confrontés à un roman ayant atteint un statut culte, un exemple de ce que l'écriture collaborative peut produire de meilleur. Nous allons nous pencher sur De bons présages ou Good Omens en version originale, un roman du regretté Terry Pratchett et du, Dieu merci encore vivant, Neil Gaiman. Comme toujours, nous allons avoir une brève carte blanche pour parler du livre, puis nous aurons l'occasion d'en débattre. Mais avant cela, un petit retour sur ce que ça raconte. L'apocalypse aura lieu samedi prochain après le thé. Ainsi en ont décidé d'un commun accord les forces du bien et celles du mal. L'Antichrist va fêter ses 11 ans, son éducation a été supervisée par un ange, Aziraphale, et un démon, Rampa, résidant sur Terre depuis l'époque de la première pomme. Mais voilà, suite à un coup du sort, l'enfant a été échangé à la maternité. Le véritable Antichrist se nomme Adam et vit dans la banlieue de Londres. Et ça change tout. Une course contre la montre commence alors pour l'ange et le démon, qui finalement se disent que la race humaine ne mérite pas son sort. Mes amis, mes ouailles, mes camarades, quel roman! Je pense que vous avez déjà saisi, simplement à l'introduction de cet épisode, que j'ai un point de vue, on va dire, gentiment positif sur le livre. C'est un petit peu un doudou pour moi, on va pas se mentir. Je ne l'ai pas relu aussi obsessivement que certains livres de mon enfance, vu que je l'ai découvert beaucoup plus tard, autour de mon entrée en seconde, mais je ne m'en lasse pas. Je pense que je ne m'en lasserai jamais. Même si je dois reconnaître à Dracula son influence, et aux autres romans que l'on a déjà traités leur succès public, De bons présages, ou Good Omens, est certainement le roman que j'aime le plus parmi tous ceux que nous avons traités jusqu'ici. La faute, évidemment, à l'effet doudou dont je parlais plus haut, mais pas seulement. Et j'aimerais faire un petit florilège des choses qui font que le roman marche sur moi. Vous avez peut-être remarqué que j'aime bien les blagues. D'autres ont peut-être entendu le nom de Pratchett. L'exterminateur des zygomatiques, l'ultime dilatateur des rats, le fléau des abdominaux. Le mec manie si bien l'absurde qu'il faudrait imaginer une sorte de Cthulhu qui fait gagner de la santé mentale, ou un Albert Camus qui ne serait pas dépressif. En tout cas, ça n'étonnera personne si je me mets à fanboyiser méchamment sur ce livre parce qu'il est drôle. Si l'on doit trouver le premier des deux auteurs quelque part dans le bouquin, c'est certainement dans l'avalanche des petites boutades de tout type. Il y en a pour tous les goûts. Ça calemboure, ça hyperbole, ça remarque des trucs illogiques mais vrais, et ça commente les ficelles narratives qui font bouger le récit. J'en vois d'ici qui froncent le sourcil. « Oh non, l'équivalent littéraire d'un film avec Ryan Reynolds !» Une différence notable cependant avec l'acteur et les scénaristes des films où il joue. Une grande partie de l'ironie méta dans les médias adultes actuels est d'une acidité toute chlorhydrique. Comprenez par là que beaucoup de l'humour sarcastique autoréférentiel utilisé à l'heure actuelle repose sur un fond de méchanceté, qui va parfois jusqu'à essayer de passer pour de la lucidité. Et ce n'est jamais le cas dans un roman auquel a participé Pratchett, et ce n'est donc pas le cas avec De bons présages. Je n'ai jamais l'impression que Pratchett et Gaiman, ici, malgré leur ironie et malgré leurs petites piques, méprisent ou détestent leurs personnages, ou le genre de roman qu'ils pastichent ici. Cela m'amène à mon point suivant. Puisque les personnages comiques du roman, c'est-à-dire tous, ne sont pas les punching balls d'auteurs sadiques, il devient possible au lecteur de les considérer avec une vraie tendresse et de s'investir dans leurs arcs narratifs au premier degré. Si Pratchett était déjà fort à ça à l'époque où le bouquin sort, je trouve que, précisément, l'ambiance ou la mythologie générale du roman, la façon dont la magie s'insère dans le monde, est typique de Neil Gaiman et participe beaucoup à cet effet. Gaiman sait parfaitement bien créer un système de magie souple, à la Seigneur des Anneaux, où les contours et les règles régissant les pouvoirs des personnages sont relativement flous, mais où rien de ce qu'ils en font ne nous paraît complètement hors de propos. Vous trouverez une version sérieuse de ce type de système magique dans American Gods, par exemple. Ici,
En s'appuyant sur la mythologie biblique, il parvient à la fois à expliquer les pouvoirs des personnages, à rendre les enjeux cosmiques et personnels, dans le cas d'Agnès Noether et de sa descendance, prenants pour le lecteur, et à tendre des perches à l'humour de Pratchett. C'est parce que malgré l'utilisation d'archétypes narratifs bien définis dans la création des personnages, Gaiman comme Pratchett s'attache d'abord à en faire des gens, au sens fort. Et malgré ce que vous diront les amateurs de théâtre classique, il est en réalité très facile de créer de la comédie avec des personnages complexes. Quand un groupe d'amis se trouve des private jokes à faire les uns sur les autres, ils ne font pas autrement. Et à propos d'enjeux, l'humour ne les noie pas. Et je suis surpris de voir le livre si raccord avec le XXIe siècle alors qu'il est sorti à la fin de la guerre froide. Alors, Poutine nous aime bien, ou avec sa propension au lancer de tanks à la menace nucléaire. Mais on note également l'importance des problèmes écologiques avec la mise à la retraite chez les cavaliers de l'Apocalypse de pestilence au profit de pollution. Encore que la période de 2020 à 2022 nous fait paraître cette retraite un peu trop anticipée. Bref, lisez De Bons Présages si vous en avez l'occasion, achetez-le même si vous le pouvez car c'est un livre qui se relit et qui se prête extrêmement bien. Et il fait du bien malgré ou à cause de son sujet principal. C'est un roman aussi optimiste que ses auteurs, et à l'époque où nous avons de plus en plus l'impression de sombrer collectivement, entre montée de l'extrême droite, crise sanitaire et catastrophe climatique, ça fait presque étrange de voir un roman regardant la fin du monde, comme le fait celui de Pratchett et Gaiman. De mon côté, j'ai connu cette histoire et son univers via la série. Et pour être honnête, je l'ai adorée. Et c'est l'engouement que j'ai eu pour cette dernière qui m'a donné envie de lire l'œuvre. Et pour rester dans l'honnêteté, à ma première lecture, je ne l'ai pas finie. Pas que je ne l'ai pas aimée, loin de là. Mais j'avais trop la série en tête. Alors, quand les Moonlight ont voulu faire un podcast sur De Bons Présages ou Good Omens, j'ai sauté sur l'occasion pour me mettre un coup de pied aux fesses et pour finir cette fois de le lire. Et mon premier avis reste le même. J'ai beaucoup aimé ce livre, cet univers et surtout ses personnages. J'ai tellement aimé que j'ai eu du mal à me décider du sujet dont je voulais vous parler. Mais j'ai réussi à me fixer. Et je veux vous parler de la notion de bien et du mal, sujet auquel on se confronte très vite, surtout dans une histoire où les personnages principaux sont un ange et un démon. Que l'on soit clair, directement, avec Neil Gaiman et Terry Pratchett, oubliez les anges et les démons qui sont sur les épaules de tout personnage de cartoon comme Tom et Jerry, ou encore toute autre référence sombre des dessins animés des années 2010 tels que Angel Friends. Pour les curieux, je vous laisse chercher par vous-même. Non, ces auteurs sont beaucoup plus subtils et surtout plus drôles que cela. Dès l'introduction, les bases sont posées. Dans ce cadre biblique où Adam et Ève viennent de manger la pomme et sont en train de s'enfuir, nous retrouvons nos personnages, Aziraphale, l'ange, Cromwell ou Rampa en VF, le démon, en train de discuter, et très vite une question se pose. Rampa se demande, ce serait marrant qu'on se soit trompés tous les deux, que j'ai bien agi et toi mal. Et je trouve ça excellent qu'un livre qui se base sur des mythes religieux commence comme ça. Et ce propos va se retrouver pendant tout le livre. Attention, je ne résume pas le livre à cette situation. Non, loin de là. Je dis juste que, autant que nous, les personnages principaux vont se demander qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et si ça existe vraiment ces notions-là. D'un côté, on a Rampa à la fois lucide et désabusé de cette situation, et de l'autre, Aziraphale, qui essaye de se rassurer comme il peut avec l'idée qu'il y a un grand plan ineffable, même s'il a l'air d'être aussi conscient de ce qu'il se passe. Cela donne des dialogues à la fois philosophiques et très drôles. Les passages où ils se demandent mutuellement si telle ou telle idée a été soufflée par tel ou tel camp sont parmi mes préférés. Mention honorable pour celui qui concerne les policiers qui mettent des amendes. Ils ne le savent même plus eux-mêmes, surtout que les humains sont très doués pour inventer des horreurs d'après Rampa. Je trouve que tout cela en dit beaucoup sur ce livre, et enterre définitivement le cliché des anges et des démons. Avec ce questionnement quand l'on se fait aux côtés de cet ange qui ne l'est pas tellement, et ce démon qui a plus trébuché que vraiment été déchu, on a envie de se questionner avec eux. Et je trouve que c'est l'un des éléments les plus importants de ce livre. Ça crée de l'empathie. C'est censé être des créatures célestes, ça les rend beaucoup plus proches de nous, comparé à certains autres anges et démons qui peuvent les entourer. Je pense que c'est l'un des éléments qui me fait tant aimer Rampa, car il faut se l'avouer, c'est de loin mon personnage préféré. Ce démon veut juste vivre sa vie comme il l'entend. Il est pour moi l'un des personnages les plus lucides sur ce qui l'entoure et en même temps complètement dépassé par comment les choses se déroulent. Mais je ne veux pas vous spoiler ou trop vous en dire. Je souhaite juste partager mon expérience, en espérant que cela vous donne envie de découvrir cette œuvre. Eh bien, pour ma part, j'aurais une approche tout aussi chaotique qu'un Rampa, mais plein de bonne volonté comme un Aziraphale. J'ai aimé ce bouquin. Je l'ai aimé terriblement. Je l'ai aimé pour ses notes en bas de page. Une fulgurance que l'on voit très mal maîtrisée
dans d'autres œuvres, mais qui ici approfondissent le lore de façon tout incroyable. Même si mon amour se porte surtout pour la série, on ne peut rien retirer de ce que fait l'œuvre originelle. Dans un premier temps, je n'ai pas forcément vu l'approche de Neil Gaiman dans le texte, mais on ressent très vite sa patte. Ici, Dieu et démons sont humains. Dieu est une femme dans la série, la planète a un anniversaire puisqu'elle est Balance, et les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont une vie dans l'attente de la fin du monde. Guerre est une correspondante de guerre, Famine, qui a même son petit nom, Rêve Sable, tient une chaîne de restauration. On pourra noter toute l'ironie. Jusqu'à l'absurde gang de motards affublés de noms de concepts abscons. Trucs qui marchent jamais même quand on les frappe, intervention violente dans la gueule, purin, cruauté envers les animaux, qui seront les 4 compagnons des cavaliers de l'Apocalypse durant la fin du roman. Et de brèves touches d'horreur, comme on peut le voir quand Ashtur revient dans le monde physique. Presque dommage qu'il ne soit pas téléporté dans la fibre au lieu du téléphone pour une vibes à la American Gods où les dieux sont des concepts récents comme la télévision. On peut noter l'utilisation d'un trope suranné comme les chemins qui se croisent sans se connaître, comme dans Game of Thrones où les Stark se croisent au fil de 5 saisons sans jamais se voir ou communiquer. Utilisé ici avec brio, tant l'absurde le dispute à l'inventivité. Ici, une sorcière croise des êtres surnaturels, quand un ange est l'allié d'un dangereux fanatique. Le hasard faisant bien les choses, le livre de Providence revenant à Aziraphale, que je trouve mieux exploité dans la série, puisqu'à la fin de sa lecture de celui-ci, son pauvre cacao est froid, comme l'avait prédit Agnès Barge. Et nous revoilà, cette fois-ci, tous ensemble, enfin, pour réenregistrer un podcast. Ça fait si longtemps, je ne sais plus faire, c'est terrible. Eh bien, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission où nous allons pouvoir discuter directement à cœur ouvert et en bafouillant tout notre saoul sur le roman. Sur différents sujets en fonction de nos envies et comme c'est moi le chef, c'est moi que je décide sur quoi on commence le premier et c'est moi que je décide qu'on va parler de... Dis donc, mais on rigole beaucoup dans Good Omens, c'est génial. L'humour, c'est pas bien l'humour? Est-ce qu'on aime rigoler ici? Est-ce qu'on aime rigoler? Emma, est-ce que tu aimes rigoler? Oui, tout à fait. Et, j'ai découvert donc cette histoire via la série et je trouve que la série est très drôle, mais le livre, elle est encore plus. Tran parlait du fait qu'il y avait des notes en bas de page et vraiment, c'est un des trucs qui manque à la série. Parce que les notes de bas de page, parfois, font des annotations ou avec des références, on se demande d'où elles sortent. Et d'autres moments, c'est des notes de bas de page qui font la moitié de la page avec des détails à mourir de rire. Je trouve ça génial et je trouve ça dommage que la série, on perde un peu ça, même si elle est extraordinaire cette série. Alors je tiens à reparler justement en parlant de ces notes de bas de page de l'espèce de bully de la classe qui aime bien défoncer tout le monde et qui a littéralement une note de bas de page qui fait la moitié de la page elle-même pour nous expliquer sa vie, ce qu'il mange au petit déjeuner. Je trouve que c'est un point de l'or formidable pour un personnage que l'on verra au final très peu. Ouais, d'ailleurs sur le processus d'adaptation, alors je trouve que la série retranscrit extrêmement bien l'humour général du bouquin. D'ailleurs, un certain nombre de changements de la série, en fait, c'est notamment la présence des autres anges, celui qui est joué par le mec il ressemble à une poupée en plastique là, j'ai oublié son nom. John Hamm, un truc comme ça. Bref, j'ai oublié son nom, le pauvre. Gabriel. Ça c'est des éléments dont ils avaient commencé à discuter pour une suite. Voilà, c'est pour ça que je suis pas si inquiet que ça pour la saison 2 parce que Pratchett et Gaiman avaient effectivement parlé d'une suite initialement et pareil un certain nombre de différences de personnages, de petits trucs qui sont dans la série sont en fait des idées qu'ils n'avaient pas gardées mais qui étaient principalement des idées de Pratchett parce que j'ai une fiche là-dessus. Cette série, en fait, c'est l'accomplissement d'une promesse qu'avait faite Gaiman à Pratchett. Voilà, ça n'a rien à voir, mais Pratchett étant décédé, voilà, Gaiman a fait ça. Mais c'est vrai que un des éléments qui marche et en même temps ne marche pas trop dans la série, c'est le fait que énormément de blagues sont contenues dans la narration.
sont contenues par le fait que le narrateur a un petit recul et dit vous avez vu cette ficelle, elle est rigolote. Et donc la série pour ça est obligée d'avoir recours un peu tout le temps et de manière un peu envahissante des fois je trouve à une voix off. Et je pense qu'on a là peut-être une des limites de l'adaptation, même si c'est très très rigolo. Je préfère le roman parce que le roman, la voix off, elle ne me saute pas au visage autant que dans la série. Alors moi du coup, moi je l'aime bien cette voix off. Je l'aime bien, pourquoi ? Parce que Dieu est une femme. On a ici une représentation assez incroyable pour se dire que Dieu voit tout dans son plan ineffable et que elle va nous suivre tout au long de cette aventure. En parlant de plan ineffable, moi je trouve que c'est un running gag mais qui est assez drôle parce que c'est un peu un ta gueule c'est magique qu'on peut retrouver en JDR ou autre, c'est-à-dire que ça, à la fois ça rassure certains personnages en disant non mais ça doit être prévu et tout, et ils se regardent, est-ce que c'est réellement prévu ? Parce qu'il y a quand même la question de oui c'est Dieu et oui il y a la présence de Dieu, mais pourquoi alors il se passe ça ? Pourquoi il y a ça ? Et en fait ça c'est extrêmement drôle je trouve. Et ça en devient absurde. Et c'est l'un des éléments de l'humour, c'est ce côté complètement absurde qu'il peut avoir dans des éléments qui peuvent être justifiés, soit parce que c'est ineffable, soit parce que l'Antéchrist, il a 11 ans, et que l'Antéchrist, quand il voit certaines écritures, petit micro-spoil, l'Antéchrist a des passions un peu diverses et variées, avec par exemple les Tibétains qui creusent des trous, ce qui fait que réellement des Tibétains vont se mettre à creuser des trous, et même eux, ils savent pas ce qu'ils font là. Et c'est extrêmement drôle, en fait. Après, un des ressorts de l'humour que j'aime pas mal, c'est le comique de répétition. C'est le comique de répétition, donc, où par exemple, le chien de l'enfer va toujours être appelé. En fait, c'est un peu la Daenerys Targaryen, mais en drôle. Où le chien, du coup, sera toujours appelé Molosse des enfers et grand chasseur de chats. Et on a ce long soliloque plusieurs fois. Je sais plus par contre si c'est dans la série ou non. Je sais pas non plus, parce qu'ils ont réduit... Emma, tu sais peut-être ? Ça l'est, mais ça l'est une ou deux fois. En fait, au moment où il apparaît, le chien, micro-spoiler aussi, il est présenté comme tel, et d'un coup, paf, il va avoir son nom que donc l'Antéchrist Adam donne, c'est le chien, je crois. Donc oui, c'est dit une ou deux fois, mais très peu par rapport au livre, où vraiment il a un nom hyper long, et d'un coup, c'est il a peur, et ça casse complètement le truc. C'est hilarant, en fait, je trouve. Ouais, d'ailleurs, ce gag a déjà été fait normalement au début avec Adam lui-même, quand il est nouveau-né, et que à chaque fois qu'il est présenté avant que son père adoptif en fin de compte lui donne son prénom, chaque fois qu'il est présenté, c'est l'Antéchrist, grand roi de l'enfer, machin. Et vraiment au milieu d'une phrase parfaitement normale à chaque fois. Voilà, c'est très très rigolo. Et pour avoir lu beaucoup de Gaiman ces derniers temps, je me rends compte, alors je disais ouais c'est certainement la trace de Pratchett, mais en fait Gaiman on rigole bien dans ses romans aussi. Je viens de finir Neverwhere, je sais pas si le titre a été traduit différemment en français. Et il y a plein de petites notes comme ça, en grande partie parce que pour le coup c'est un roman de fantasy fantastique qui se passe en Angleterre aussi, et où du coup le personnage point de vue est complètement largué tout le temps. Voilà. Donc et de ce point de vue-là, c'est un peu notre cas. On est avec Aziraphale et Rampa, qui sont supposément des êtres surnaturels et qui eux aussi sont perpétuellement largués. D'où la blague de Ineffable, sur laquelle ils reviennent après, quand ils parlent tous les deux à la fin du roman de Dieu. Ils disent, où Crowley fait, il est terrible ce mec, parce que je lui ai très peu parlé, hein, mais à chaque fois que je lui posais une question, il répondait pas et juste il souriait comme s'il se foutait de ma gueule. Insupportable. C'est un peu un spoil ce que tu viens de faire, mais en tout cas c'est vrai que la fin du bouquin et même la fin de la série qui diffèrent. Il y a une scène en plus dans la série. Attention spoil. Dans la série ils ont rajouté une scène où après avoir déjoué donc la fin du monde, Rampa se fait kidnapper par les siens et Aziraphale s'est fait kidnapper aussi par les siens. Sauf que ils foutent Rampa dans de l'eau bénite et Aziraphale dans du feu de l'enfer, et twist, ils avaient échangé de rôle. Et donc en fait ils se sauvent mutuellement leur peau, et après ça continue sur la discussion par rapport à Dieu. Et je trouve que cette scène rajoute
aux personnages et rajoutent à leur relation que je trouve que ça renforce. Donc là, pour le coup, la série, je la préfère. Mais c'est vrai que finir ce bouquin, je trouve que ça finit bien la boucle de l'introduction, où il se pose la question de hey, si j'avais fait mal et toi t'avais fait bien. Et là, c'est un peu l'inverse en disant mais en fait non, c'est juste Dieu qui se fout littéralement de notre gueule et c'est quoi ce bordel ? Il est censé avoir fait le monde en 7 jours, en un claquement de doigts, et d'un coup, il laisse toute cette merde arriver. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, juste, il s'éclate à voir ce qui se passe. Et c'est super drôle. Du coup, il y a un petit côté blague méta derrière ça, parce que évidemment, on se rend compte que peut-être intra-narrativement, intradiégétiquement, comme on dit, Dieu, c'est un petit peu l'auteur, ou c'est un petit peu les auteurs. Et donc oui, effectivement, eux, ils s'amusent beaucoup. Enfin, il y a dans un certain nombre d'éditions, il y a des interviews de Gaiman qui expliquent leur processus créatif. Et oui, apparemment, ils sont énormément amusés. Genre, ils s'appelaient à des heures complètement improbables pour se dire « Ouais, j'ai une trop bonne idée !» En notant des trucs sur des bouts de papier et en se marrant comme des bossus. Enfin, apparemment, c'était assez rigolo. C'est presque dommage que Gaiman ait pour le coup déménagé aux États-Unis, parce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas écrit le tome 2, en fait, qui était initialement prévu. Voilà. Mais bon, l'émigration de Gaiman aux États-Unis nous a donné American Gods, alors je vais pas me plaindre, mais voilà. Après, oui, on a vraiment l'impression d'avoir un MJ sadique. On a vraiment l'impression d'avoir un MJ sadique qui fait faire les choses aux joueurs, puis en fait, ah ben non, c'est vrai que très intéressant. Ouais, vraiment, t'interromps une exécution, et puis tu fais ton premier choix. Enfin, non, ça marche pas, il se fait exécuter. Genre, tu n'interromps pas l'exécution, bon, du coup, le mec se fait tuer. Tu interromps l'exécution, t'essaies de te battre, le type, il trébuche sur une peau de banane, et il tombe sur la hache, et pouf, il est décapité quand même. Enfin, des trucs comme ça, tu sais, parce que c'est ineffable. Le Meugeon a décidé ainsi. Autre que l'humour, moi je veux bien revenir sur un point qui a fait un peu vibrer les foules, c'est la relation entre Aziraphale et Rampa. Vraiment, je l'ai adoré parce que pour moi ils sont amoureux, hein. Ils pourraient être ensemble, mais ils sont asexuels et tout ce que tu veux, donc ce qui fait qu'ils seront jamais vraiment ensemble. Mais leur relation est juste magique parce que à la fois ils sont censés être des opposés et parfois ils se le rappellent, ils sont en mode non mais on est censés être opposés. Même temps, ils partent sur du non-agression, c'est-à-dire que quand l'un est sur un territoire, l'autre il va faire ok, il est sur ce plan, je m'en fous, je le laisse faire. C'est super drôle et même les réactions sont très très touchantes de attention spoil, par exemple vraiment la scène où donc la librairie de Aziraphale brûle, la réaction de Rampa, mais c'est une de mes scènes préférées. Je trouve que c'est très très fort parce que ça en dit beaucoup sur le démon et comment il pourrait être vu. Parce que dans les clichés des démons qu'on a, je citais Angel Friends au début dans ma chronique, sombre référence des années 2010, où vraiment c'est des clichés sur pattes, où il y a pareil une relation amoureuse entre un ange et un démon, et c'est pas traité du tout de la même manière. Là c'est beaucoup plus subtil, ça en est drôle et ça en est touchant, moi je trouve. Mais en fait, pour là-dessus, on peut peut-être revenir instant glorification sur le revenir sur ce que je disais sur l'humanisation en fait de ces personnages. Donc je parlais au début des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui avaient un nom, un métier, etc. Mais ça fonctionne tout aussi bien pour au final Aziraphale et Rampa. On peut en fait ils sont comme tout le monde au final. À part de les avoir définis anges et démons, c'est juste des personnes comme nous à force d'avoir traîné sur Terre et à force d'avoir vécu avec les humains, je pense. Ah mais c'est ça en fait, il galère complètement. La scène où on nous explique que Rampa il est allé dans la boue pour déplacer des plots pour l'autoroute qui fait le tour de Londres pour que ça forme un certain son, une certaine forme, une certaine rune. Elle est très drôle, c'est comme quand ils ont le débat sur est-ce qu'il faut arrêter l'apocalypse et que l'un des arguments de Rampa c'est ouais mais la musique tu vas te faire chier au paradis avec la musique. Vraiment, c'est des trucs futiles. Ou même la nourriture pour Aziraphale. C'est-à-dire qu'on se dit, cet ange a potentiellement sauvé les humains parce qu'il aime les livres, la bouffe et la musique. Ça en dit beaucoup. Je trouve ça génial, en fait, qu'ils aient pris ça, en fait, qu'ils se sont passés sur ça. C'est que c'est ça les rend humains et ça les rend plus proches de nous et ça crée de l'empathie, en fait.
C'est l'un des thèmes majeurs. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être passer à l'un des thèmes suivants. Tu as beaucoup parlé de bien et de mal, et une des phrases résumées, une des phrases clés du roman, à mon avis, c'est une phrase, je paraphrase, c'est les grands événements de l'univers, parfois ne se passent pas parce que les gens sont particulièrement bons ou mauvais, mais parce que ce sont fondamentalement des gens. Et je pense qu'ils sont vraiment partis de ça pour raconter une histoire de l'opposition de deux blocs qui sont tous les deux persuadés chacun qu'ils peuvent déclencher l'apocalypse et gagner à la fin, ce qui est, on va dire, un peu problématique. Et du coup, c'est assez révélateur que ça soit un roman de la fin de la guerre froide, je pense. C'est un peu flippant que ça soit de nouveau, d'ailleurs, dans l'actualité maintenant. Mais ouais, c'était assez intéressant ce que tu disais, Emma, sur finalement aussi le bien et le mal, concrètement plus comme deux camps que comme deux idéologies. Et ce, de manière assumée. Parce qu'il y a des romans où c'est un peu comme ça, mais où c'est mal fait. Moi, je trouve ce côté assumé avec donc toutes les fois où il se pose la question de ça vient d'où, ça. Et aussi, c'est assumé par des petits éléments, comme par exemple quand il se retrouve au parc et tous les petits détails sur les espions de tel ou tel camp qui se rencontrent avec les canards qui adorent le pain de tel ou tel camp. Je trouve ça super drôle, mais c'est vrai, un clin d'œil en mode wink wink, on sait qu'il y a la guerre froide, wink wink, on parle aussi de ça. Vraiment, c'est subtil, en même temps c'est drôle, et ça nous dit, bah oui, voilà, c'est ce qui se passe. Et parce que même à un moment, il y a Aziraphale qui va voir son camp en disant oui, on peut empêcher l'apocalypse et tout, comme si il avait envie de mode il faut protéger les humains, parce qu'on pourrait penser que les anges voudraient protéger les humains, et eux ils sont en mode bah non, on veut juste que ça s'affronte et qu'on se pète la gueule, quoi. Et donc moi je trouve que c'est assez assumé dans le livre, et je trouve ça sympa. Oui. Un autre truc aussi qui est super dans le roman, ouais, je suis maître de mes transitions, vraiment, George Lucas dans ses meilleures heures. Un truc qui est intéressant dans le roman aussi, c'est, on va dire avec un gros mot, la cosmologie, c'est-à-dire la manière dont l'univers est construit. On dirait world building en bon français. Notamment la façon dont la magie fonctionne, notamment la façon dont la mythologie est réutilisée. Et je voudrais qu'on en parle en bien et qu'on fasse des compliments pour ça au roman, et notamment à Neil Gaiman, dont c'est vraiment la spécialité, parce que entre Sandman, De Bons Présages, American Gods, Neverwhere, on sent très bien que la réutilisation de mythologie, parfois même de religions contemporaines et de folklore pour créer des systèmes de magie et des mondes à peu près cohérents, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise extrêmement bien. Là où Pratchett le fait relativement bien, mais enfin on le connaît surtout pour le Disque Monde, qui est un vrai monde de fantasy à la Tolkien, mais rigolo. Mais en fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que, par exemple, on a famine, quand il arrive dans une pièce, tout le monde a faim. Et genre, subitement, il n'y a plus rien à manger. Ils ont rendez-vous à un moment dans un dîner, les 4 cavaliers, et il n'y a plus rien dans les cuisines. Et du coup, ces concepts parce que c'est les concepts qui sont ramenés à la réalité. Et réciproquement, je pense. Mais justement, encore une fois, à l'American Gods, c'est pour ça que je parlais de Ashtour qui revenait du téléphone au lieu de la fibre. Parce que maintenant, on est en 2020. Donc, beaucoup de gens, à part la Creuse, ont la fibre. Et du coup... Tu vas te faire défoncer par tous les gens qui sont dans la diagonale du vide numérique. Oui, t'as conscience de ça, hein. Oui, mais voilà, il va leur falloir 3 ans pour me hacker. Bon, j'aurais eu le temps de me protéger d'ici là. Fais attention, en 2024, leurs tweets vont te cancel, hein. Mais voilà, tout ça pour expliquer, en fait, Gaiman fait ça très bien, en fait. Par exemple, on avait les dieux égyptiens, les dieux nordiques, et à la sortie de American Gods, on a des dieux nouveaux, des dieux de notre temps, en fait, qui sont la télévision, le téléphone. Donc après, je comprends que ça n'a pas été fait, hein. C'est pas une critique du oh mon Dieu, ils auraient dû faire ça pour s'adapter à leur temps, sachant que ça a été fait en 90, la fibre n'existait pas encore. Je sais même pas si c'était un concept dans la tête des gens qui s'occupent de ça. Mais voilà, c'est pour ça. Je me dis que dans l'adaptation, ça aurait pu être drôle que Ashtour sorte d'autre chose que d'un téléphone.
Après, ce système de magie et un peu d'univers fantastique, il est aussi expliqué par des interludes. Moi, je me souviens de quand même la question de combien de démons peuvent danser sur la tête d'une épingle. Et à la fois, il y a le parallèle avec combien d'anges peuvent danser sur la tête d'une épingle. Alors la réponse, c'est un seul ange, parce qu'il y en a un seul qui danse réellement et il danse qu'une seule danse, c'est Aziraphale. Et les démons, autant qu'on veut, parce qu'ils peuvent se rétrécir en atomes. Je trouve que c'est un exemple où ils prennent une phrase qui est absurde et ils vont expliquer un peu pourquoi. Et ça nous dit pas juste les anges peuvent pas se rétrécir, c'est juste les anges pensent même pas à ça, alors que les démons, eux, c'est. Dans la série, c'est une scène que je trouve magique où ils sont littéralement en train de danser avec une épingle géante. Et c'est extrêmement drôle avec Rampa qui est joué par David Tennant, un acteur que j'adore, qui est en mode disco comme pas possible et qui danse. C'est des scènes magiques et en même temps c'est drôle, mais ça explique un peu leur pouvoir et les limites que c'est un peu la limite de ce qui se fixe eux, parce que c'est toujours le ineffable, ta gueule c'est magique. Mais ça reste expliqué. D'ailleurs, petit point de détail, David Tennant, toujours aussi sexy, peu importe le rôle. Hein. Non mais vraiment, mention honorable à tous les looks de David Tennant. Je trouve ça génial qu'ils aient pris le temps, que je trouve que ça va bien avec le personnage de Rampa, que sa chevelure et son look évoluent vraiment en fonction des époques, tout en ayant toujours le détail de ses lunettes de soleil, parce qu'il n'aime pas être associé au fait qu'il est un rampant, un serpent. C'est aussi pour ça que il s'appelle Rampa et pas Rampant, et Cromwell au lieu de... Crowley au lieu de Crowley. Merci pour l'accent anglais. Oui. I'm eating cornflakes, you know. Non, moi je trouve donc que tout ceci sert le personnage. C'est pas juste en mode oulala, regardez David Tennant, d'un coup il est en mode disco, oulala, d'un coup il est en mode romain, etc. Et juste pour du fanservice qui va servir effectivement réellement pour des fanservice et pour des magnifiques dessins et fanart qu'on peut trouver dans n'importe quel réseau social. Mais ça sert réellement le personnage. Parce que par exemple, Aziraphale, lui, il va changer peut-être vêtements, mais sa tête ne bouge pas. Et quand il prend ses vêtements, même par exemple à la période où ça se passe pendant la Révolution française, je crois. C'est ça, donc je me trompe pas. Aziraphale a quand même un vêtement de noble et donc il se retrouve en tôle, alors que Cromwell, Rampa, donc, a des vêtements plus communs et donc passe entre les mailles du filet. Et il y a ce genre de rapport que je trouve super intéressant. Mais ouais, le système de magie. Alors vraiment, Pratchett, Gaiman, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant parce que c'est blague, puis les 4 cavaliers de l'Apocalypse arrivent et d'un seul coup on est dans le Silmarillion. Et puis de nouveau, blague, Silmarillion, blague. Enfin, c'est... Et ça fonctionne du tonnerre. Il n'y a pas de dissonance de ton comme il y a des fois dans certains livres ou dans certains films. Enfin voilà, genre les moins bons films Marvel, ça fait ça. Genre il se passe un truc horrible et quelqu'un fait ah prout. Enfin voilà. C'est pas terrible, enfin, ça marche pas de ouf, mais là ça fonctionne. Alors j'ai ce même exemple dans le jeu vidéo, dans le très célèbre et très à chier Final Fantasy XV, où scène très intense, mort d'un personnage important, et là Prompto lâche une blague. Ferme ta gueule Prompto. Est-ce que tu veux pas rester dans le fossé où tu es né, s'il te plaît? Merci pour cette balle perdue. Et c'est donc après cette balle perdue que nous allons terminer cette émission. Nous vous remercions de l'avoir écoutée jusqu'au bout, je l'espère. Nous espérons vous revoir bientôt avec... Est-ce que je l'annonce ? Est-ce que je l'annonce ? Je l'annonce pas. Avec un prochain épisode qui, je l'espère, sortira plus vite que dans 5 mois. Bref, je m'en vais gérer mes flashbacks post-traumatiques et je vous laisse là. Prenez soin de vous, lisez des livres et faites des trucs.